propos. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et merci pour votre accompagnement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les journalistes, l'histoire politique du Burkina Faso, notre chère patrie, a été marquée par un tournant décisif à partir des événements des 30 et 31 octobre 2014, appelés insurrection populaire. Depuis ces événements, le peuple burkinabé aspire à plus de démocratie, de bonne gouvernance dans la gestion des affaires de l'État, au respect de la Constitution et à une justice indépendante, impartiale et équitable. Les Burkinabés vivant à l'étranger, appelés diaspora, estimés à environ 7 500 000 personnes, selon les chiffres officiels, n'ont pas été en reste de ce mouvement. Ils y ont contribué d'une manière ou d'une autre et n'entendent plus être mis à l'écart de la gestion des affaires du pays, comme cela a été le cas depuis de nombreuses années. Pour ce faire, il est apparu nécessaire d'avoir un cadre d'expression de cette diaspora, qui a pour ambition de fédérer tous les Burkinabés résidant hors du territoire, où qu'ils se trouvent, et ce, pour y affirmer sa force économique et construire sa force politique. Chers journalistes, oui, le droit de vote de la diaspora est désormais un acquis. Vous le savez sans doute, depuis que le Burkina Faso existe, toutes les élections que notre pays a connues, la diaspora a toujours été mise à l'écart. On n'a jamais participé à aucune élection. Chaque gouvernement qui arrive trouve des arguments pour ne pas organiser les élections, en tout cas pour ne pas faire participer sa diaspora. Il a fallu que le gouvernement Roch Kaboré arrive pour enfin reconnaître ce droit qui est un droit constitutionnel à la diaspora. Oui, la diaspora participera aux futures échéances électorales pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Mieux, des sièges à l'Assemblée nationale ont été concédés à la diaspora dans la nouvelle constitution. Mais nous nous sommes posé une seule question fondamentale que beaucoup ne se posent pas dans la diaspora. Maintenant que nous avons le droit de vote, qu'allons-nous faire de ce droit? Il ne suffit pas d'avoir le droit de vote. Maintenant que c'est un acquis, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous avons lutté toutes ces années pour obtenir le droit de vote, juste pour aller goûter au plaisir de glisser un bulletin dans l'urne? Est-ce que nous avons lutté toutes ces années pour obtenir le droit de vote, juste pour aller nous mettre en rang, pour accompagner les autres? C'est pour répondre à ces questions, qui sont quand même des questions fondamentales, qu'a eu lieu une rencontre à Abidjan entre des représentants donc, de la diaspora venus des États-Unis, du Ghana et de la Côte d'Ivoire dans la nuit du 7 avril 2018, au cours de laquelle les principaux acteurs ont décidé de porter sur les fonds baptismaux une organisation qui regroupera l'ensemble de la diaspora dans le monde. Cette organisation qui se fera autour d'une vision commune, d'un engagement et d'un intérêt commun, aura pour but de déterminer le rôle que cette diaspora entend jouer lors des futures consultations électorales dans notre pays et de définir comment y aller de manière efficace afin que l'union et l'unité de la diaspora puissent peser fortement pour le choix des dirigeants de notre pays et participer à la gestion de notre pays sur tous les plans et à tous les niveaux sans exception. Chers journalistes, utilisez ce droit de vote pour démontrer notre force, notre puissance politique, après avoir démontré notre puissance économique qui est connue de tous, est la réponse que nous avons trouvée à notre question fondamentale. Après plusieurs heures de débat, les participants à cette rencontre se sont entendus sur les points suivants. Porter sur les fonds baptismaux un mouvement politique dénommé C'est le moment. Donc le nom du mouvement s'appelle C'est le moment. Le logo du mouvement, c'est deux mains qui tenant le soleil levant.
Donc, le troisième point, comme j'ai dit tantôt, il s'agit d'un mouvement politique. La présidence de ce mouvement revient aux représentants de la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire et les représentants de la diaspora vivant aux États-Unis et au Ghana occupent les postes de vice-président. Chaque leader de la diaspora, membre de le mouvement, est autonome et met en place son bureau local et décentralisé dans son pays de résidence. La rédaction d'un manifeste qui détaillerait les objectifs, l'idéologie et la vision du mouvement. Ces points fondamentaux et primordiaux du mouvement ayant obtenu le consensus de tous les participants à cette rencontre, la séance a été levée vers minuit 15 et chacun a rejoint son pays respectif pour entreprendre les démarches et formalités nécessaires pour la mise en marche du mouvement. Chers journalistes, le mouvement politique, c'est le moment qui a été pensé et mis en œuvre par les Burkinabés de la diaspora résidant dans plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie en vue d'occuper la place qui leur revient sur l'échiquier politique national est une des solutions fortes pour que cette diaspora puisse jouir avec responsabilité et efficacité de son droit de vote qui vient d'être réaffirmé dans la Constitution. Il se veut être désormais un cadre de concertation, de décision et de proposition de la diaspora burkinabé en vue de sa participation aux échéances électorales futures. Sachant que la construction nécessite compétences, les compétences des Burkinabés de la diaspora seraient fort utiles dans la gouvernance des affaires de notre pays. D'où l'ambition première et majeure de ce mouvement politique, contribuer à la réalisation du slogan « Plus rien ne sera comme avant ». Chers journalistes, à travers ce mouvement politique, c'est le moment, nous comptons faire en sorte que le vote des Burkinabés de la diaspora consacré par la constitution de notre pays soit une réalité. Nous voulons être représentés de dorénavant dans toutes les instances politiques de notre pays, Assemblée nationale, gouvernement, Conseil économique et social, etc. Et pourquoi pas la présidence de la République, puisque la Constitution nous donne ce droit. Bien entendu, à partir des élections de 2020. Pour atteindre ces objectifs, l'union de tous les Burkinabés de la diaspora est recherchée à travers ce mouvement. Unissons nos forces et voix pour que nos aspirations et attentes ne soient plus jamais relayées au second rang par les autorités de notre pays. Chers journalistes, le 30 juillet 2018, notre Assemblée nationale a voté à l'unanimité le projet de loi portant un nouveau code électoral. Force est de constater qu'une partie de l'opinion politique remet en cause ce code électoral, surtout sur 3 points essentiels, qui sont la reconnaissance de la carte nationale d'identité burkinabé et le passeport comme principal document devant servir au vote. Les ambassades et les consulats étant retenus comme seul lieu devant servir au vote. L'actualisation de la liste électorale par des moyens plus électroniques. Ce sont ces 3 points qui divisent la classe politique dans notre pays. Nous, Burkinabés de la diaspora, félicitons le gouvernement et les députés qui ont tenu compte des droits de tous les Burkinabés de la diaspora, à savoir 1. Consacrer définitivement notre droit de vote. Nous avons, depuis toutes ces années, revendiqué 3 choses. Tous les gouvernements qui se sont succédés ne nous ont pas écoutés jusqu'à ce que ce pouvoir-là arrive. Nous nous rendons compte que dans ce code électoral, qui comporte beaucoup d'articles, 3 articles attirent l'attention des uns des autres. Et ce sont des articles qui concernent essentiellement le vote de la diaspora. Puisque chaque parti estime ou pense que cette diaspora doit lui être acquise. Ce qui n'est pas une évidence. Parce que nous sommes libres, nous sommes dans plusieurs pays. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement passé n'a pas osé organiser les élections de la diaspora, parce que doutant ou on n'était pas sûr que cette diaspora puisse peser en sa faveur. Mais ce gouvernement en place a osé et nous félicitons le président de la République pour avoir tenu parole. Parce que depuis son accession au pouvoir, il a pris l'engagement de faire en sorte que 2020 soit l'année où la diaspora, enfin, pourra, n'est-ce pas, participer au choix des dirigeants de notre pays. Ce que je voulais préciser, soutenir le code électoral
ne veut pas dire que nous soutenons le pouvoir en place. Non. Notre mouvement, est un mouvement politique de la diaspora, dont le but essentiel est de veiller à ce que les droits de la diaspora soient respectés. Donc nous sommes posés une question. Est-ce que dans ce code électoral-là, tous ces droits ont été pris en compte? Oui, ces droits ont été pris en compte. Pourquoi? Je l'ai dit tantôt. Premièrement, il y a 3 éléments qui concernent la diaspora dans ce code électoral. C'est d'abord, puisque malgré que le gouvernement a maintes reprises à rassurer la diaspora qu'il allait mettre tout en œuvre pour que le vote soit inédit en 2020, on avait toujours le doute. Mais avec ce code électoral, cette loi qui vient d'être votée, définitivement, nous sommes assurés que 2020, la diaspora pourra participer aux élections présidentielles. Ce qui a été le but de notre lutte depuis toutes ces années. À partir du moment que cet élément a été pris en compte, nous estimons que c'est un code électoral à soutenir. Deuxième point. Pour les journalistes qui me connaissent et qui suivent nos activités depuis toutes ces années, en 2013, le gouvernement Blaise Compaoré avait lancé une opération d'établissement de cartes consulaires biométriques. Et ça s'est passé au consulat général d'Abidjan. Pour ceux qui étaient là, vous avez vu que l'opération n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu des manifestants qui ont mis fin à la cérémonie parce qu'ils n'étant pas d'accord sur l'opération. Et depuis ces années, nous sommes restés sur la même ligne donc de dénoncer cette carte consulaire parce qu'elle n'était pas biométrique, elle n'était pas sécurisée, elle coûtait très cher et elle n'était pas fiable. Depuis l'époque, on avait interpellé le gouverneur pour dire que cette carte-là ne pouvait pas servir, n'est-ce pas, pour aller aux élections parce que la carte n'était pas fiable. Depuis déjà près de 5 ans. Donc, si le gouvernement tient compte de cette revendication et que ça a été pris en compte aujourd'hui et que la carte consulaire n'est pas retenue comme pièce devant servir au vote, personne ne devait être surpris puisque depuis 5 ans, nous n'avons cessé de dénoncer cela. Ça ne devait pas être une surprise. Et ça a été démontré effectivement que cette carte n'est pas fiable. On ne peut pas aller aux élections présidentielles avec des documents qui ne sont pas fiables. Et c'est de la responsabilité du gouvernement de faire voter donc ses concitoyens avec des documents fiables pour des mesures de transparence. Parce que si le document n'est pas fiable, forcément l'élection sera contestée. Et il est de la responsabilité du gouvernement de tout mettre en œuvre pour que l'élection ne soit pas contestée. À partir du moment où le gouvernement a pris en charge, a tenu compte de cet élément dans le code électoral, non seulement notre droit donc, a été pris en compte, notre revendication depuis 5 ans a été prise en compte, mieux, le gouvernement dit que pour ces pièces, donc la carte nationale d'identité et le passeport, qui sont les 2 pièces qui doivent être utilisées pour le vote, le gouvernement a décidé que des missions vont sillonner en tout cas tous les pays pour faciliter l'obtention de cette carte d'identité burkinabé. Donc non seulement le code de règles, un premier problème, donc supprime la carte consulaire qui n'est pas bonne, qu'on a dénoncé depuis toutes ces années. Le gouvernement va mettre à contribution l'ONI, qui est l'Office national d'identification, pour nous délivrer des véritables pièces d'identité qui prouvent notre nationalité, notre appartenance à notre nation. Donc le gouvernement règle du coup 2 problèmes. Puisque nous avons, jusqu'à aujourd'hui même, on a toujours des problèmes avec cette carte consulaire qui n'est pas reconnue au niveau de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas reconnue à 100%. Parce que quand on veut voyager avec, certaines personnes, certaines autorités policières ne reconnaissent pas la pièce, certaines institutions bancaires ne reconnaissent pas cette pièce. Donc, du coup, supprimer cette pièce et permettre, n'est-ce pas, à la diaspora d'obtenir une nouvelle pièce fiable, je pense que pour ces 2 raisons déjà, on doit soutenir ce code électoral. Troisième point,
permettre qu'une grande majorité de la diaspora puisse participer effectivement à ces élections. Le troisième point aussi fait l'objet de discussion, n'est-ce pas, entre l'opposition et la majorité, parce que le nouveau code dit que seuls dans les ambassades et les consulats qu'on peut aller voter. Donc ce sont ces lieux-là qui doivent servir de lieu de vote. Et quand on regarde le nombre de Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire, on peut être tenté de penser qu'il y a une exclusion, parce que au regard des chiffres, donc les gens estiment à 4 millions environ de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Alors si ces 4 millions de votants doivent aller juste dans une ambassade et dans 2 consulats généraux, vous voyez, 3 bureaux de vote pour 4 millions de personnes, on estime que effectivement il y a une tentative d'exclusion. Mais ça, c'est le discours que tiennent les hommes, les politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens, nous défendons les droits de la diaspora. Nous sommes allés sur la base d'arguments concrets. Est-ce que cette disposition-là, effectivement, cette disposition de ce code électoral-là, va empêcher la majorité des Burkinabés de voter? C'est ça, à cette question qu'il faut répondre. Nous disons non, puisque il est dit que l'organe chargé d'organiser les élections, qui est la CENI, donc la Commission nationale électorale indépendante, va prendre toutes les mesures en fonction des pays, donc de la concentration des Burkinabés dans chaque pays, pour faire en sorte que tous ceux qui seront identifiés, donc qui seront sur la liste électorale, puissent effectivement voter. Donc la loi a ouvert la porte et donne l'autorisation à la commission électorale de prendre ces dispositions-là. Donc ça veut dire que si en Côte d'Ivoire, on se retrouve sur la liste électorale avec 2 millions de votants, mais la CENI prenait des dispositions pour que ces 2 millions de votants puissent effectivement voter. Il ne dit nulle part qu'on va exclure quelqu'un. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que le code électoral dit. Donc, à partir de ces 3 principes-là, ce sont les éléments qui concernent la diaspora. Nous ne pouvons que soutenir ce code électoral. Pour ceux qui sont contre, pour d'autres raisons, c'est leur problème. Nous, en tout cas en tant que mouvement, donc le seul mouvement politique de la diaspora, nous soutenons ce code électoral. Nous ne sommes pas pro-gouvernement ni pro-opposition. Nous ne sommes pas contre le gouvernement ni contre l'opposition. Nous défendons les droits de la diaspora. Est-ce que les droits de la diaspora ont été pris en compte dans ce code électoral? Oui. À partir du test instant, nous allons mobiliser la diaspora pour soutenir ce code électoral. Bientôt, des meetings vont être organisés sur toute l'étendue du territoire national, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Ghana, au niveau des États-Unis et en France, pour soutenir le code électoral. C'est la position de notre mouvement, c'est le moment, c'est la position de la diaspora burkinabé. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau du Burkina Faso, l'opposition qui a claqué la porte lors du vote donc, de cette loi a sa position. Et elle est dans son rôle, l'opposition est dans son rôle d'accompagner ou de ne pas accompagner, d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que le consensus a été recherché depuis le début du processus. L'opposition a participé à toutes les étapes de discussion, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, que ce soit la société civile, les universités. Tous ont été entendus par la commission en charge donc, des lois au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ils ont contribué à l'élaboration. Mieux, lors de la plénière à l'Assemblée nationale, c'est un élément, donc un député de l'opposition qui a lu le rapport de la commission qui dit effectivement que le texte était bon. Alors, on ne comprend pas pourquoi le texte est voté et du coup, il y a une partie donc, de l'opinion politique qui estime que c'est un code qui exclut des Burkinabés. Je voulais vous démontrer ici par A plus B que ce code n'exclut personne et n'exclura personne. Et c'est notre position. Et les autres sons de cloche sont des sons de cloche politiciens. Et nous ne mangeons pas de cette sauce-là. Voilà, chers amis, la position, n'est-ce pas, de la diaspora. Donc, vu que ces éléments qui concernent la diaspora ont été pris en compte, par conséquent, nous demandons à toutes les chapelles politiques de parler au nom de leurs militants
et non au nom de la diaspora tout entière, car nous ne les connaissons pas au sein de la diaspora. Nous demandons à toute la diaspora de se mobiliser dans tous les pays du monde pour défendre ce code électoral. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le mouvement, c'est le moment, comme j'ai dit tantôt, prépare des meetings de sensibilisation dans toutes les grandes villes du pays, donc à partir du samedi 11 août, donc au niveau de la Côte d'Ivoire. Enfin, nous prions la diaspora de ne pas prêter attention donc, à cette campagne de désinformation, de manipulation et d'incitation au rejet de cette loi sur la base d'arguments qui ne tiennent aucunement. Donc, ensemble et tous unis, nous constituons une force qui doit être mise au service de notre cher patrie, le Burkina Faso. Je vous remercie. Le fait de circonscrire les lieux de vote en 3 localités, sachant que le peuple, je parle de ce que je sais, le peuple burkinabé, voyez un peuple burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire, est pour la majorité une main-d'œuvre agricole. Donc, se trouve pour la plupart dans les zones rurales, les forestières. Alors, pensez-vous que ce n'est pas une manière de les exclure en les obligeant à dépenser de l'argent pour venir faire accomplir ce devoir de vote? Est-ce que ce n'est pas possible, n'est-ce pas, comme on le fait ailleurs, d'apporter, de rapprocher ces lieux de vote-là? Ce n'est pas encore une autre façon de consolider la majorité, la participation de ces peuples-là, que de défendre, n'est-ce pas, cette position qui dit que c'est 3 centres seulement qui sont retenus pour l'expression du suffrage. Vous parlez de mouvement politique, ce qui suppose qu'il y a une différence entre mouvement politique et parti politique. Si c'est cela, alors on sait que la création de nos partis politiques, l'objectif premier, c'est de conquérir le pouvoir. Vous, en tant que mouvement politique, vous dites, vous êtes né avec le parti au pouvoir, vous n'êtes pas aussi avec l'opposition, vous défendez vaillamment les intérêts de la diaspora. Alors, je voudrais savoir, justement, au niveau de la diaspora, et vous l'avez dit, aujourd'hui, le Burkina souffre profondément à la démocratie. Or, à la diaspora, il y a des sensibilités politiques, il y a les représentations des différents partis au niveau du Burkina. Alors, comment vous allez gérer tout cela pour qu'on puisse parler véritablement de mouvement politique, de la préoccupation? Autrement dit, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire le lit d'un parti politique sans le dire? La préoccupation essentielle, c'est de savoir comment pourriez-vous vouloir défendre le code électoral et dire que vous n'êtes pas, vous n'êtes ni pour le pouvoir, ni c'est bien le pouvoir de Roch-Marc Kaboré qui a élaboré ce code électoral, qui a été soutenu par la majorité, et c'est bien la majorité qui l'a voté, et la majorité soutient Roch-Marc Kaboré. Alors comment dissocier votre mouvement du parti de Roch-Marc Kaboré? En tout cas, moi, je ne vous perçois pas bien quand vous prenez cette défense. D'autant plus que, dans votre intervention, vous semblez je dirais, aller contre l'opposition, voilà, ce que j'ai senti. Parce que quand on dit que l'opposition, il faut que l'opposition parle en son nom et non au nom de la diaspora. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même des Burkinabés qui se sentent proches de l'opposition. Est-ce que vous n'êtes pas en train de frustrer vous-même vos propres compatriotes? Voilà, c'est vraiment mes deux questions. Merci. Le président en existe actuel, donc de ce mouvement, a tout été considéré comme le porte-voix de la diaspora. Pour ceux qui me connaissent, quand on dit mon nom, les gens ont tendance à croire que je suis le seul à être dans la diaspora. Parce que je suis la seule personne qui défend la diaspora, les droits de la diaspora. Vous prenez n'importe quel pays, quelqu'un vous arrivez, vous dites mon nom, vous allez trouver que les Burkinabés savent de qui il s'agit. Parce que je suis la seule personne qui lutte depuis toutes ces années pour les droits de la diaspora. Du coup, de cette position, j'ai la chance de connaître pratiquement tous les leaders dans tous les pays. Que ce soit les associations donc, des Burkinabés dans tous les pays du monde, je suis en contact avec tout le monde depuis toutes ces années. Donc du coup, à part de cette position, lorsqu'on a lancé le mouvement,
c'était facile pour nous de faire passer l'information à tous ces leaders du monde, donc, qui sont partants avec ce mouvement. Donc, du coup, ils deviennent des représentants du mouvement dans les pays. Alors, donc, si je vais aller sur la base même de ces pays, nous sommes aujourd'hui à pratiquement une vingtaine de pays, n'est-ce pas, où les leaders de la communauté sont en même temps les représentants de notre mouvement. Donc, ça fait à peine 4 mois qu'on est créé. On n'est pas encore arrivé au stade où on va établir des cartes de membres, donc qui puissent nous permettre d'établir donc des statistiques. Ce que je sais, c'est que nous sommes représentés dans pratiquement une vingtaine de pays du monde. Pour la Côte d'Ivoire, je vous invite à venir couvrir nos meetings donc, qui démarrent le 11. Et je pense que lors de ces meetings-là, vous-même, vous allez faire le constat que c'est un mouvement qui a assez de membres et qui est accompagné par la majorité des Burkinabés au niveau de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les bureaux de vote, je pense que j'ai dit dans mes propos liminaires que la loi a laissé la voie à la Commission nationale électorale indépendante afin que cette commission puisse analyser la situation, donc se constater dans un pays donné, en fonction de la liste électorale, prendre des dispositions pour que tous ceux qui sont sur la liste électorale puissent, au soir donc, des élections, puissent participer aux élections. Donc, l'argument selon lequel il y aurait de l'exclusion, parce qu'il n'y a que 3 bureaux de vote, ne tient plus, puisque la personne ou l'institution qui est chargée d'organiser les élections se donne la possibilité, en fonction du nombre de votants, de prendre des dispositions pour que tout le monde puisse voter. Je pense que c'est clair là. Puisqu'il y aurait un recensement, les gens vont actualiser la liste électorale. C'est vrai qu'on est 4 millions, mais il n'y a pas de 4 millions de votants. C'est pas dans aucun pays du monde. 100% des habitants participent aux élections. Ce n'est pas possible. Donc, sur les 4 millions, d'après les statistiques de notre commission électorale, ils se disent que pour la Côte d'Ivoire, on tourne autour de 1 million de potentiels électeurs. Donc, c'est 1 million de potentiels électeurs. Je crois que la CENI peut voir sur les 1 million, alors, où est-ce qu'ils sont concentrés. Et puis prendre des dispositions pour que les 1 million puissent participer. L'essentiel, c'est qu'au soir des élections-là, 1 million de personnes puissent voter. C'est clair. Donc, il n'y a pas de bagarre possible puisque cette disposition-là règle le problème d'exclusion. Voilà. C'est vrai que le code électoral n'a pas dit non, il faut faire 50 000 bureaux de vote, 100 000 bureaux de vote. Non, aucun code électoral ne le dit. Prenez le code électoral du Mali, vous allez voir. Non, mais le Mali, on a vu, ils ont voté il n'y a pas longtemps. Dans des écoles et tout ça ici à Abidjan, non? Et voilà. On parle de multiplication du bureau de vote. Voilà. Vous voyez, le fait même de multiplier les bureaux de vote, il y a le risque, n'est-ce pas, sécuritaire d'abord, premièrement. Le risque sécuritaire. Deuxièmement, le risque que le scrutin même ne soit pas fiable. Nous sommes dans un pays étranger. Et puis, tenez-vous bien, l'élection du Burkina Faso se tient au même moment que les élections en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aura un défi sécuritaire en termes d'organisation de ces élections. En même temps, notre gouvernement va demander l'appui du gouvernement ivoirien pour sécuriser nos élections. Vous imaginez le défi? Et étant donné que c'est un gouvernement, le rôle du gouvernement, c'est de prendre des dispositions pour rassurer tout le monde, organiser des élections crédibles, donc transparentes et acceptables. Donc le gouvernement est dans son rôle de prendre des dispositions pour qu'il y ait le moins de contestation possible. Il s'agit des droits donc, de la diaspora. Nous ne jouons pas avec ça. Si le code électoral n'était pas bon, vous allez voir, on allait dénoncer. Avec l'opposition. Nous avons regardé objectivement dans le code électoral pour trouver ce qui ne nous arrange pas. Nous n'avons pas trouvé. Mais on dit qu'on va voter. Ça fait combien d'années, depuis que le Burkina Faso, tous les présidents sont passés, personne n'a osé. Lui, il est venu dire, bon, vous votez. C'est une bonne chose pour nous. On dit on a un problème avec la carte consulaire. Moi, j'ai fait, quand vous allez à la préfecture de police, ils ont un sous-sol là-bas. Qui a déjà fait le sous-sol là?
Moi, on m'a envoyé dans ce sous-sol. Parce que je suis allé faire des meetings contre la carte consulaire. On m'a envoyé au sous-sol, on m'a interpellé ce jour-là. Donc, pour moi, c'est l'aboutissement d'une lutte que j'ai menée depuis longtemps. Au contraire, même si aujourd'hui je disais que la carte consulaire était bonne, qu'il fallait voter avec ça, c'est là qu'on n'allait pas me comprendre. On dit, mais attends, depuis 5 ans, tu t'es battu, tu as dit qu'elle n'est pas fiable. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu dis que c'est fiable? En ce moment, on peut me dire, non, ça, c'est politique. Mais je suis resté constant. Donc, moi, c'est l'aboutissement de ma lutte, puisque j'ai lutté pendant 5 ans pour dire à tous les gouvernements que la carte là n'est pas fiable. On ne peut pas aller aux élections avec. Et aujourd'hui, on m'a écouté. Donc, je suis très heureux. Donc, ma lutte a payé. Comment est-ce que je peux aller dire que le code électoral n'est pas bon, puisqu'ils ont pris en compte ma revendication? Deuxièmement, on dit on a un problème avec cette carte parce que cette carte-là n'est pas acceptée ici. Les gens souffrent avec cette carte. Et nous, en tant que leaders, notre rôle est de faire en sorte que nos populations puissent vivre en paix dans ce pays-là. C'est pourquoi on a dit que cette carte-là n'est pas fiable puisqu'elle n'est pas acceptée. On dit, bon d'accord, nous on ne va pas utiliser cette carte puisque vous avez dit qu'elle n'est pas fiable. Effectivement, elle n'est pas fiable. Mais mieux, on va substituer donc cette carte-là. On va vous envoyer des représentants pour vous octroyer, pour vous produire les cartes d'identité nationale burkinabé qui démontrent effectivement votre citoyenneté, votre appartenance au Burkina Faso. Pourtant, je sais que la population souffre à cause de cette carte consulaire. Maintenant, le gouvernement dit, bon, je vais venir vous donner une bonne carte qui sera acceptée. Et vous voulez que je dise que le code n'est pas bon? Donc, je n'ai rien trouvé dans ce code-là qui puisse m'amener à dire que je ne suis pas d'accord. C'est simple, en fait. Maintenant, ça dépend de là où tu te trouves. Il y a quelqu'un qui dit au Burkina, on dit le Burkina est sec, il n'y a pas l'argent. Et un gars qui dit, mais ça dépend de là où tu es. Voilà, c'est là où tu te trouves. Peut-être que s'il y a le soleil là-bas, il y a des gens qui sont au Burkina, mais qui ont l'argent. Donc, toi où tu es là, si tu n'as pas l'argent, c'est toi qui vois que c'est sec. Donc, celui qui dit que le code électoral n'est pas bon, ça dépend de là où il se trouve en fonction de ses intérêts. Nous, on a dit que c'est bon en fonction des intérêts de la diaspora, pas de notre intérêt. Maintenant, si on soutient le code électoral, les gens estiment que, bon, bien sûr, il y a quand même une partie qui bénéficie de ce soutien, parce que c'est peut-être la majorité. En tout cas, ce n'est pas l'objectif que nous voulons. Nous, on soutient ce code électoral parce que les 3 points ont été respectés. Ça, c'est clair. Si ce n'était pas respecté, vous allez voir qu'on allait défendre ça aussi avec l'opposition. Pour ce que vous ne savez pas, lorsque nous avons, à l'époque, entamé la lutte contre la carte consulaire, l'opposition était avec nous. Hein. Ils ont même écrit au président à l'époque pour lui dire effectivement que ce que les gens disent à Abidjan, c'est vrai parce que la carte n'est pas fiable. L'opposition à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, on dit que nous, on est pro-gouvernement. Vous voyez, bon. Donc, du coup, nous, on a un problème avec ça. Maintenant, est-ce que il y a une ambiguïté entre ce que j'ai dit dans mon propos liminaire? Il n'y a pas d'ambiguïté. Au Burkina, il y a une loi qu'on appelle la loi Chérif. En fait, la loi Chérif, c'est la loi du Conseil national de transition. Donc, pendant la transition, il n'y avait pas d'Assemblée nationale, mais il y avait le CNT. Donc, j'avais pris une loi. Donc, au niveau des mouvements politiques, la société civile, la loi est claire. Vous voyez, ici en Côte d'Ivoire, par exemple, tu peux être de la majorité de l'opposition, tu peux être centriste, nordiste, je ne sais pas, en tout cas, il y a plusieurs tendances. Mais au Burkina, c'est soit tu es affilié au CFOP, donc le chef de file de l'opposition, soit tu es de la majorité, pour les partis politiques. Et comme nous, on ne veut pas s'affilier ni à l'opposition, ni à la majorité, on dit que nous sommes un mouvement politique. Pourquoi? Nous résidons en Côte d'Ivoire. Et la loi aussi en Côte d'Ivoire est claire. Une association n'a pas le droit de faire de la politique. Ne peut pas soutenir un homme politique ou un parti politique. N'a pas de position politique à prendre. Mais pourtant, nous, notre mouvement a un but bien précis qui est un but politique. Donc, pour ne pas avoir de problème avec la loi ivoirienne, nous, dès le départ, on dit qu'on est un mouvement politique. Donc, ça nous donne le droit de parler des questions politiques. C'est simple. Ça nous donne le droit de parler des questions politiques. Au niveau du Burkina, on a entamé les procédures de reconnaissance et nous sommes un mouvement politique. Il y a un congrès que nous préparons vers fin 2019 et c'est lors de ce congrès
que l'ensemble de la diaspora va décider. S'il faut transformer notre mouvement en parti politique, s'il faut soutenir un autre homme politique, ou s'il faut nous-mêmes présenter un candidat, c'est le Congrès. Pour l'instant, mon rôle, la tâche qui m'a été confiée, c'est de mobiliser la diaspora. C'est de faire en sorte que toute la diaspora du monde puisse se retrouver au sein de ce mouvement. Pour l'instant, c'est ma feuille de route, c'est ma mission. Et maintenant, après, ça sera vraiment au Congrès qu'on va décider de ce qu'on va faire. Ce droit de vote, pour nous, va démontrer effectivement que notre citoyenneté est reconnue à 100%. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, en termes d'innovation, ce que j'ai dit dans ce code électoral, ça consacre le droit de vote. Et ce qui est historique, puisque depuis des siècles, on n'a pas voté. Donc, c'est l'innovation. Deuxièmement, c'est l'octroi de la carte nationale d'identité burkinabé à la diaspora. Ça n'a jamais été fait. Ça, c'est une autre innovation. Cette carte va sécuriser encore davantage nos compatriotes. Et puis, en plus, on est à 2 ans des élections. Ça m'étonnerait qu'un Burkinabé fier de sa patrie ne puisse pas s'établir sa carte nationale d'identité en 2 ans. C'est que cette personne n'est pas digne d'être burkinabé. Je pense que la citoyenneté se mérite. Ça m'étonnerait que dans une administration, quelle que soit la lenteur de l'administration, quelqu'un tente de se faire établir une carte nationale d'identité et attendre 2 ans. Ça n'existe nulle part. Peu importe le temps que ça va prendre, vous allez recevoir votre carte d'identité. Non seulement ça, le gouvernement allait loin pour dire qu'on va venir avec les opérateurs près de vous pour vous délivrer, n'est-ce pas, ces cartes-là. Donc je pense que fondamentalement, il n'y a pas de raison de ne pas soutenir ce code électoral. C'est un code électoral à soutenir et nous allons soutenir ce code électoral parce qu'il prend en compte nos aspirations et nos droits. Donc je disais à un de vos collègues que nous allons aller jusque dans le gîte du diable pour faire la promotion de ce code électoral. Parce que revenir en arrière, ce serait encore remettre en cause notre droit de vote. Il s'est tenu il y a quelques jours à Yamoussoukro le 7e traité d'amitié et de coopération entre nos 2 pays. Et notre président donc, a fait le déplacement avec tout son gouvernement. Moi, je n'ai pas participé, n'est-ce pas, à ce forum. J'y étais en 2016, j'étais l'organisateur principal d'ailleurs. Mais le forum donc, se tenait à un moment où, si vous vous rappelez très bien, pendant cette période-là, il y avait la question donc, du code électoral qui faisait un peu de bruit. Donc, j'ai préféré m'occuper de ces questions donc, politiques que d'aller au TAC. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui est ouvert. À chaque fois qu'on a eu l'occasion de le rencontrer, à chaque fois qu'on a sollicité ce monsieur, donc le chef de l'État burkinabé, pour un certain nombre de sujets, il nous a toujours reçus, il nous a toujours écoutés. Ça, je peux vous le garantir, c'est quelqu'un qui est ouvert. S'il n'était pas ouvert, il n'allait pas, au risque même de perdre des élections, tenter d'organiser des élections dans la diaspora. Puisque les autres ont eu peur de le faire, en n'étant pas sûr que la diaspora allait voter en leur faveur. Mais lui, sans se préparer, il a dit c'est une promesse, il veut tenir sa promesse. Donc je pense que c'est à son crédit. Et quand on n'aime pas le lien, il faut reconnaître qu'il court quand même. Ce n'est pas le cas des opposants. C'est pas le cas? Ce n'est pas le cas des opposants, ils n'ont pas le contrat de passé. Les opposants, oui, j'ai quelques contacts avec certains opposants. Je parle avec tout le monde. Oui, avec quelques opposants. Voilà, je parle avec tout le monde. En tout cas, je parle avec tout le monde. Voilà, je parle avec tout le monde. Seulement, on n'est pas d'accord sur un certain nombre de sujets, même avec l'opposition. Même avec le pouvoir en place, on n'est pas d'accord sur un certain nombre de points. Hein. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça. La présidence n'est pas exclusivement réservée à la Côte d'Ivoire. C'est lors de la rencontre, les autres participants ont décidé de laisser la présidence à la Côte d'Ivoire parce qu'ils estiment que, au regard du nombre de Burkinabés donc vivant en Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays, logiquement, la présidence devait revenir, n'est-ce pas, d'abord, ils ont dit à la Côte d'Ivoire, mais c'est à nous maintenant de désigner quelqu'un, n'est-ce pas, pour occuper cette place-là. Et sur place,
Ils ont dit non, on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs. Pour l'instant, je suis le président. Donc, je pense que c'est lors peut-être du congrès qu'on va organiser dans 1 an. Le congrès pourra décider autre chose. Voilà, pour l'instant, ma mission, donc, c'est de faire la promotion du mouvement et puis préparer en tout cas le congrès qui va se tenir dans 1 an. Donc, je pense que c'est à cause du nombre de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire qu'ils ont préféré laisser la présidence à la Côte d'Ivoire. Puisque le défi qui a été relevé au niveau des élections, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. C'est vrai qu'on parle de diaspora, mais les yeux sont rivés vers la Côte d'Ivoire, parce que c'est après de la Côte d'Ivoire que les choses peuvent vraiment basculer. Donc, je pense que c'est pourquoi ils ont voulu faire ça. C'est pas moi qui ai demandé, c'est l'ensemble des participants qui ont voulu laisser, n'est-ce pas, la place à ma modeste personne.